Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette belle salle de la Balise. Voilà, on a attendu un petit peu que les dernières personnes puissent arriver. Je voulais bien sûr, au nom de l'agglomération du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, vous souhaiter la bienvenue toutes et tous et vous remercier d'être venus aussi nombreux, que vous soyez élus, représentants d'associations, citoyens du Pays de Saint-Gilles, habitants, chefs d'entreprise. Voilà, vous êtes toutes et tous les bienvenus. C'est un sujet important que le sujet du trait de côte. Et donc, vous le savez, le Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a décidé de lancer sa stratégie globale de gestion du trait de côte. C'est un gros travail qui va être mené chez nous. Je voulais bien sûr saluer Katia Viel, notre vice-présidente en charge de la défense contre la mer. C'est un gros travail parce que c'est vrai que depuis quelques années, on a l'acculturation maintenant de ces sujets, d'avancée de la mer, de recul de la dune. C'est des sujets qui nous concernent tous et depuis que Cynthia, tout a changé. Tout a changé, forcément nous sommes acculturés, forcément nous en parlons plus et on se rend compte que plus les années passent et plus ces sujets sont des sujets qui sont prégnants pour les citoyens du territoire et les citoyens qui habitent près des littoraux. Donc nous avons décidé de lancer cette stratégie de gestion globale de notre trait de côte. C'est un travail qui va prendre longtemps, certainement 2 années. 2 années de travail. Donc ce soir, c'est le début. Ce soir, c'est le lancement. Ce soir, c'est le démarrage de ce processus. Donc merci d'être là, merci d'être présent. On compte sur vous pendant toute la durée de ce processus qui, comme je vous le disais, prendra certainement 2 années. Il va falloir être présent pendant toute la durée de ce processus pour pouvoir continuer à travailler ensemble. Alors ce soir, c'est la première réunion, donc c'est la réunion de présentation. Je voulais remercier le cabinet qui nous accompagne dans cette démarche. C'est la réunion de présentation, c'est la réunion, on va dire, d'acculturation et la réunion qui va faire en sorte de mettre à peu près tout le monde au même niveau, avec les mêmes informations et puis la même envie de pouvoir avancer ensemble sur ce sujet-là. Alors ce soir, il va peut-être y avoir des déçus, il y a peut-être des gens qui s'attendent à avoir des cartes, mais ce soir, on n'aura pas de cartes. Il y a peut-être des gens qui s'attendent à avoir des zonages, mais ce soir, on n'aura pas de zonage. Encore une fois, ce soir, c'est vraiment la ligne de départ, le démarrage de cette stratégie du trait de côte, le démarrage du travail. Donc ce soir, ça va peut-être être une réunion un peu descendante pour la présentation du territoire, du trait de côte sur le territoire et de la façon dont on va travailler ensemble. Voilà. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de déçus, mais je voulais juste vous informer avant. On ne va pas parler ce soir des cas particuliers, bien sûr, mais s'il y a des cas particuliers, il ne faut pas hésiter à nous les signaler au niveau de l'agglomération, puisqu'on a des équipes qui sont là pour ça aussi. Donc on peut bien sûr les traiter et répondre aux différentes questions que vous vous posez. L'idée ce soir, c'est d'avoir 2 temps, un temps de présentation et un temps de questions et de réponses pour pouvoir répondre à toutes les questions que vous vous posez. On n'aura peut-être pas la réponse à toutes les questions, mais en tout cas, on va essayer de le faire du mieux possible et le plus honnêtement possible. Ce que l'on constate, vous l'avez bien vu, à chaque tempête successive, c'est que la mer avance, que la dune recule, et la mission principale de l'agglomération, c'est bien la protection d'abord des biens et ensuite des personnes. Donc cette stratégie que nous mettons en place va nous permettre d'anticiper, va nous permettre de savoir ce que l'on souhaite pour notre littoral. Je vous rappelle qu'au Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, nous avons 32 km de côte. Donc 32 km de côte, c'est important, il faut en prendre soin, il faut les protéger. Il faut protéger les ouvrages qui sont derrière, il faut protéger les populations qui sont derrière. Donc l'idée, c'est de se projeter dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans et de savoir ce que l'on veut de notre territoire pour les années à venir et comment on peut gérer cette évolution de notre littoral, cette avancée du trait de côte, à la fois pour les populations, à la fois pour les entreprises, à la fois pour le tourisme, c'est aussi quelque chose d'important, et puis à la fois bien sûr pour l'environnement, le volet environnemental auquel nous tenons tous. Donc voilà, c'est vraiment la démarche qui va nous animer pendant ces 2 années, et c'est vraiment ce qu'on va essayer de partager avec vous ce soir pour le démarrage de ce long travail. Voilà, donc merci encore une fois d'être présent. Je vais passer la parole à Katia Viel, et puis ensuite nous allons pouvoir démarrer la soirée avec le cabinet, et en deuxième partie, vous pourrez poser vos questions. Voilà, merci, bonne soirée à tout le monde. Bonsoir à tous. Alors, je ne vais pas refaire tous les remerciements. Merci d'être aussi nombreux, ça c'est certain. Je vais remercier aussi les équipes qui travaillent avec moi, Sébastien Givran, François Barthaud, Théo, enfin toutes les équipes qui œuvrent dans ce service. Alors, François l'a rappelé, notre territoire est en première ligne face aux enjeux liés à l'érosion.
Et face à ces défis, nous avons engagé l'élaboration de gestion du trait de côte. Mais c'est quoi ? Cette démarche, elle vise à anticiper, à planifier et à accompagner l'évolution du littoral afin de protéger les populations, les activités économiques et les milieux naturels, tout en conciliant les dimensions humaines, économiques, environnementales et touristiques. Nous serons accompagnés par le bureau d'études Néosystèmes qui sont là présents et qui vont vous faire une petite présentation d'environ 45 minutes. Alors, leur mission, elle s'organise en 4 grandes phases complémentaires. Un diagnostic du territoire et une actualisation des données pour disposer d'un état des lieux précis, l'élaboration de scénarios stratégiques de gestion du trait de côte, adaptés à nos réalités, et l'évaluation et la comparaison de ces scénarios à travers des analyses multicritères et des analyses coûts-bénéfices. Et enfin, l'élaboration d'un programme d'action opérationnel en lien avec le programme d'action de prévention des inondations, le PAPI 2. Vous allez certainement en entendre parler, au moins ça y est, ça c'est fait, vous avez celui-là. Ces états nous permettront de déterminer pour chaque secteur les modes de gestion les plus adaptés et d'orienter nos décisions futures avec méthode et anticipation. Cette réunion, elle est technique, mais il y en aura d'autres, il faut les suivre toutes pour mettre à niveau la population, pour que vous soyez informés, que vous soyez consultés et associés à toutes les orientations qui vont être retenues. Votre participation est essentielle tout au long de ce processus. Je vous remercie vraiment de votre présence et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous. Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Sébastien Filatro, je suis gérant et directeur de Néosystèmes, donc un cabinet qui est basé à La Rochelle et qui est spécialisé dans la gestion des risques littoraux. Et aujourd'hui, l'idée, effectivement, est d'échanger, de vous présenter aussi de façon assez simplifiée les grands processus qui régissent la dynamique du littoral et de vous présenter la démarche de la stratégie locale. Donc, on élabore des stratégies au niveau de la façade littorale pour de nombreuses collectivités. Aujourd'hui, on est au pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie agglomération pour parler de votre littoral, de voir sa dynamique, son évolution et finalement, quelle est la démarche qui va s'en suivre pour essayer d'anticiper et d'appréhender les différents risques et enjeux qui sont sur ce territoire. Alors, l'objectif de ce soir, c'est de vous informer sur les enjeux de façon vulgarisée, éclairée, de la gestion du trait de côte, de vous présenter donc les différentes phases qui viennent d'être évoquées sur cette méthodologie et ensuite d'avoir un moment d'échange et de partage pour essayer de répondre à vos questions. J'en profite aussi pour vous indiquer que le flyer qui vous a été distribué présente un QR code qui vous permet en fait de saisir un peu la perception du littoral et qui pour nous sera une donnée essentielle pour recueillir en fait votre avis et votre perception sur l'approche risque. Donc je vous invite à pouvoir jouer le jeu de ce questionnaire et de pouvoir transmettre finalement vos retours. Donc le sommaire de la soirée qui devrait effectivement se dérouler sur une petite heure est échelonné comme celle-ci. Il y a un petit sujet sur qu'est-ce que le trait de côte, puisqu'on en entend parler beaucoup, et l'idée c'est de vous expliquer un peu son fonctionnement, qu'est-ce que c'est réellement. Vulgariser également la démarche de la stratégie locale qui est menée au sein du territoire. Et ensuite de faire un portrait du territoire, donc qui sera aussi présenté avec mon collègue Antoine d'Archipel Océanographie, qui vous parlera un peu plus, de données un peu plus clés sur les processus qui régissent la dynamique du littoral. Et enfin, une dernière phase avant les questions-réponses, des prochaines étapes et de l'échelonnement de cette stratégie qui, effectivement, ça a été rappelé, dure sur près de 2 ans entre les processus et les différentes validations. Donc, qu'est-ce que le trait de côte ? Effectivement, on en entend beaucoup parler, mais comprendre son fonctionnement est important. Déjà, la première chose, c'est de savoir ce que c'est. Donc, c'est une définition, plutôt une limite physique, une interaction entre la terre et la mer. Donc, c'est une interface physique qui se présente avec des différents indicateurs géomorphologiques qui permet finalement de définir physiquement où est cette limite entre la terre et la mer. Et c'est ça qu'on appelle le trait de côte. Ce trait de côte, il n'est pas immobile et il se déplace au gré de différents facteurs qui influencent sa dynamique. Si on regarde à travers le temps, le trait de côte n'a pas été fixe et on voit, si on prend un peu de recul à des échelles plutôt
des temps géologiques. Lors de la dernière ère glaciaire, il y a 21 000 ans, eh bien, ce trait de côte était à plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres vers la mer, puisque le niveau marin était 130 mètres plus bas qu'il n'est aujourd'hui. Et donc la position du trait de côte il y a 21 000 ans n'était pas du tout celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc là, on est en phase interglaciaire de déglaciation. Le niveau marin actuel est remonté. Et effectivement, on voit que ce trait de côte va être influencé par différents mécanismes et on va trouver une position qui va fluctuer à l'échelle du temps. Ce trait de côte, effectivement, ça reste une indication naturelle qui est régie effectivement par différents phénomènes et processus côtiers et rétro-littoraux. On a les agents climatiques qui régissent et qui influencent finalement la dynamique de la gestion finalement de ce trait de côte, avec notamment des apports fluviatiles des fleuves qui vont charrier du sédiment, qui vont déboucher au niveau des estuaires et des embouchures, et qui va effectivement mobiliser pas mal de sable et de sédiments qui vont ensuite être régis, influencés et mis en mouvement par les différentes variables naturelles, notamment des agents hydrodynamiques. Le vent va influencer également cette dynamique-là, et puis selon les différents épisodes météo marins, on va avoir un trait de côte qui va pouvoir évoluer. Donc effectivement, on a différents mécanismes. On rentrera peut-être un peu plus dans le détail tout à l'heure avec Antoine, qui nous expliquera aussi les approches de transports longitudinaux, de transports cross-shore, etc., qui sont régis par les vagues, les courants de marée, qui vont finalement amener à ce que ce trait de côte va évoluer au fil du temps. Et bien entendu, c'est un phénomène au départ naturel, mais ce trait de côte est aussi perturbé par l'activité humaine, avec les différents infrastructures, les aménagements fluviaux, les barrages qui peuvent être mobilisés dans les cours d'eau, les ouvrages côtiers, les interventions sur des dragages ou des rechargements en sable. Tout ça va effectivement aussi devoir être pris en compte, puisque ce sont des dynamiques qui perturbent finalement l'évolution du trait de côte par nos activités. Donc j'en parlais tout à l'heure, effectivement, c'est une évolution qui doit être prise à différentes échelles de temps, puisque au-delà des 21 000 ans, effectivement, à l'échelle géologique, on a des approches vraiment différentes en fonction du temps et de l'espace. On a des évolutions qui peuvent être très brutales lors de tempêtes. Vous êtes les premiers témoins sur ce type d'épisodes qui peuvent faire brutalement reculer des dunes à l'occasion d'une tempête de quelques heures. On a des approches aussi également saisonnières qui vont avoir une période plutôt cyclique entre des évolutions plutôt hivernales et une évolution plutôt printanière qui vont effectivement faire varier de façon différente le trait de côte et le littoral tel que vous le connaissez. On n'a pas du tout les mêmes faciès entre des dunes en hiver et plutôt avant l'été. Vous êtes les premiers témoins, je pense, pour le constater. Et puis, on a des échelons plutôt pluriannuels où, à l'échelle de plusieurs années, on a aussi des variations brutales ou plus longues de ce trait de côte. Donc là, on a quelques illustrations de ce dont je parlais. Effectivement, on a des approches plutôt tempétueuses qui peuvent faire brutalement reculer de quelques dizaines de mètres certains secteurs en une tempête. On a des variations aussi saisonnières, comme les dunes à Bretignolles, où on va avoir des comportements où la dune va se revégétaliser souvent au moment du printemps, et puis brutalement pourra reculer lors d'épisodes tempétueux. Et donc ce trait de côte, il évolue, et donc l'importance aussi, c'est de pouvoir le repérer et l'analyser à l'échelle du temps pour essayer d'évaluer finalement son comportement. Est-ce qu'il recule? À quelle vitesse moyenne? Est-ce qu'il a tendance aussi à se avancer lors d'épisodes plus cléments? Eh bien ça, c'est maintenant possible, puisqu'on a aussi, on dispose maintenant de nombreuses données cartographiques ortholittorales qui permettent aussi de positionner ce trait de côte à l'échelle du temps depuis les 100 dernières années, et de pouvoir finalement regarder de proche en proche comment ce littoral va évoluer au fil du temps, comment aussi il est peut-être perturbé avec les différentes interventions humaines qu'il peut y avoir. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir un indicateur fiable, tangible, scientifique pour justement mesurer ce comportement.
Alors l'érosion côtière, effectivement, c'est un phénomène naturel qui va aussi agir sur l'ensemble du littoral. Ici, on a effectivement 32 km de côte. On a 16 km de côte sableuse et 11 km de côte rocheuse. Et donc l'érosion va être complètement différenciée selon ces deux typologies du littoral, où on va avoir un comportement distinct, notamment des assauts de la mer sur ce faciès. Donc les côtes rocheuses vont aussi être influencées notamment par les épisodes de pluie, le ruissellement, qui peuvent aussi entraîner une érosion superficielle de ces falaises et qui va ensuite être mise en mouvement par l'action conjuguée de l'océan et qui peut faire brutalement éroder les côtes rocheuses. Les côtes sableuses, c'est un mécanisme qui est un peu plus progressif, en tout cas qui a lieu sur les dunes sableuses, où les agents hydrodynamiques vont emporter le sable, le transporter et va agir sur ces faciès-là. Un point important aussi à avoir en tête, c'est que les aléas côtiers, tels qu'on le parle, on confond souvent deux points importants. C'est donc l'érosion, ce dont je viens de parler, qui est un processus plutôt lent, progressif, alors qui peut s'accélérer lors de tempêtes, mais qui a un effet plutôt sur le long terme et qui est plutôt prévisible, dans le sens où cette position du trait de côte va pouvoir se mesurer et va pouvoir être analysée sur des décennies, voire même des centaines d'années. Et on constate que c'est un processus qui est relativement progressif. A contrario, la submersion marine, effectivement sur laquelle s'est engagée fortement l'agglomération, est un événement beaucoup plus brutal, beaucoup plus soudain, qui pose aussi, qui induit des catastrophes majeures et qui est effectivement plus difficile à anticiper. On a des modèles maintenant météo qui permettent de prévoir et de prévenir la survenance de tempêtes, mais c'est vrai que la submersion marine qui va inonder brutalement des zones basses, c'est un phénomène qui est plus difficile à anticiper, et c'est aussi un aléa qui est considéré comme un risque naturel majeur. Et pour l'État, on a finalement un cadre qui est bien distinct, avec les fonds Barnier qui permettent aussi, au niveau assurantiel, d'indemniser les populations qui sont finalement perturbées par ce problème de submersion marine. L'érosion côtière, c'est un mécanisme plus différent, et pour l'instant, le cadre réglementaire est encore un peu flou. On a la loi climat et résilience qui a été donc promulguée il y a quelques années, qui permet d'avoir un socle maintenant sur la prise en compte du risque érosion à l'échelle du territoire, mais on a une distinction très nette de prise en charge de ces deux processus, et donc c'est important de le clarifier, de le distinguer, et d'avoir aussi finalement deux stratégies dédiées, puisque le PAPI, donc le programme d'action prévention inondation, s'attelle à gérer les risques de submersion marine, et cette stratégie locale a aussi vocation finalement de compléter le trou qu'il y avait dans la raquette, en essayant de s'attaquer à la gestion du risque érosion. Ça permettra finalement d'avoir un programme d'action complémentaire et efficace pour essayer de gérer les sujets aléas littoraux au sens large au sein de l'agglomération. Alors, effectivement, on a aussi un point important à maîtriser, c'est que ces processus-là vont être évolutifs dans le temps et ils vont aussi pouvoir être influencés directement par les effets du changement climatique, puisque les experts du GIEC ont prédit au niveau régional des évolutions d'élévation du niveau marin qui est finalement tributaire des gaz à effet de serre qui vont être relargués par l'atmosphère du fait de notre activité humaine. Et donc ils ont planifié, donc, ces experts du climat, différents scénarios, différentes trajectoires finalement d'effets du changement climatique sur le trait de côte. Donc on s'attend effectivement que dans les 20-30 prochaines années, on ait une élévation du niveau marin d'une vingtaine de centimètres et jusqu'à près de 83 cm pour un scénario dit médian. Donc un scénario dit médian, c'est un scénario qui maîtrise finalement le relargage des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, tel qu'il ne dépasse pas les 2,5 degrés dans l'atmosphère. Donc c'est un scénario plutôt optimiste, mais qui permet effectivement de montrer que dans les 50-100 prochaines années, on va avoir une élévation du niveau marin quasiment prévisible de moins d'1 mètre sur cet échelon-là, sur le scénario où on relargue finalement très peu de gaz à effet de serre. A contrario, un scénario plus pessimiste qui a été défini par ces experts du GIEC permet de mesurer aussi une tendance où le niveau marin va évoluer également à la hausse d'une vingtaine de centimètres dans les 30 prochaines années jusqu'à 1,20 m potentiel en 2150.
Et donc ces effets-là, il faut pouvoir, en tout cas, les prévoir, les anticiper dans les trajectoires d'adaptation que le territoire devra faire, puisque bien, c'est incontournable. Et même si on réduit drastiquement nos gaz à effet de serre, on aura de toute façon une inertie qui fera que ce niveau marin va inévitablement s'élever. Et donc il faut pouvoir l'intégrer dans les perspectives d'adaptation et de stratégie, puisque cette élévation du niveau marin peut avoir des conséquences sur notamment l'intensification des tempêtes et puis sur la montée du niveau marin sur nos cordons dunaires ou sur les zones littorales. Et donc il faut pouvoir l'anticiper. Donc la logique, c'est de regarder finalement jusqu'où va pouvoir monter ce niveau marin, alors en situation plutôt anticyclonique. C'est un niveau marin qui est un niveau moyen, c'est au-delà d'un niveau de tempête, mais en tout cas il faut le prendre en compte. Et il faut regarder au niveau du littoral de Saint-Gilles, Croix-de-Vie, agglomération, si ce niveau marin peut ou pas aussi être amené à dépasser des zones basses et à venir remplir des zones en retrait. Deuxième situation également, le sujet important, c'est de regarder si ce niveau marin, avec l'influence du changement climatique, ne serait pas à même à venir brécher ou éroder des cordons dunaires qui sont aujourd'hui les premiers remparts contre les assauts de l'océan. Et donc, il faut pouvoir essayer d'anticiper ce type de risque à l'avenir, donc en prenant en compte les modèles scientifiques des experts du climat. Et voilà, donc là, cette situation-là montre un effet plutôt de cas numéro 1 où on a un trait de côte projeté où il n'y a pas d'envahissement par la mer de zones basses. Le cas numéro 2, on a des situations où il faudra regarder si les cordons dunaires sont suffisamment à même à résister à cette élévation du niveau marin pour éviter qu'il y ait des connexions en retrait. J'en parlais tout à l'heure sur la distinction entre l'érosion et la submersion. C'est des sujets assez techniques, mais c'est vrai qu'il y a aussi des situations où l'érosion peut contribuer à amener des sujets de submersion si on va venir éroder les cordons dunaires sur des zones basses. Et donc ce sera notre travail de regarder finalement les zones de sensibilité qui peuvent mériter une attention particulière. Alors bien entendu, qu'est-ce qu'un risque ? Eh bien, le risque, c'est le croisement entre deux éléments, qui est l'aléa, donc c'est-à-dire le phénomène naturel, que ce soit l'érosion ou la submersion. Mais ce risque, c'est un risque que si, sur cette zone d'aléa, on va trouver des enjeux. Donc des enjeux, ce sont des personnes, des habitations, des infrastructures, des activités économiques. Et donc c'est le croisement entre le fait qu'il y ait de la submersion ou de l'érosion et une position où il va y avoir des enjeux sur cette bande-là, qu'en croisant ces deux éléments, on définit une carte de risque. Alors, quelques chiffres pour rappeler tout ça à l'échelle nationale. On a l'organisme du CEREMA qui a publié quelques chiffres sur l'érosion à l'échelle nationale. On a 20% de côtes qui sont affectées, 900 km de littoral qui restent concernés, et donc ça concerne 500 communes, c'est l'ensemble de la France qui est concerné à l'horizon 2050 et 2100. Donc il y a des prévisions effectivement d'enjeux exposés qui méritent effectivement une petite description. À 2050, c'est 5200 logements, 1400 locaux d'activité à l'échelle nationale. Et à 2100, effectivement, il y a une recrudescence, une explosion du nombre d'enjeux exposés à près de 450 000 logements, qui montre que, effectivement, il y a une fort intérêt à venir se préoccuper dès aujourd'hui de ce sujet érosion pour pouvoir se prémunir de ce type de situation et d'adopter les bonnes stratégies dès maintenant. Et c'est pour ça que dans la suite de cet exposé, l'idée c'est effectivement de vous définir, de vous présenter le déroulé de la stratégie locale. Quelques chiffres clés viennent d'être posés, mais l'idée c'est maintenant de pouvoir bâtir une stratégie locale qui permette de prendre en compte ces différents enjeux et les zones sensibles. Alors comment on va faire ça ? L'idée, c'est effectivement, je l'ai expliqué, mais la philosophie, c'est bien de mieux comprendre et d'anticiper le recul du trait de côte, d'accompagner la collectivité à un éclairage sur les processus physiques qui vont régir cette dynamique et d'avoir effectivement le temps de dérouler, alors sur un an au niveau technique, mais effectivement, après, il y a toute une phase qui suivra de validation et d'instruction aussi de cette stratégie. C'est pour ça qu'on a une inertie qui va certainement aller jusqu'à 2 ans. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir être transparent avec tout le monde, de pouvoir concerter. Et donc, dans ce déroulé en 4 phases, on va avoir à chaque fois une réunion publique
des concertations locales qui seront menées, des comités techniques et comités de pilotage pour avoir le temps d'interagir ensemble et de communiquer en toute transparence. Donc effectivement, c'est ce qu'on a prévu dans cette stratégie locale, c'est d'avoir en place des clés de gouvernance qui va pouvoir avoir la capacité à animer une stratégie avec des comités techniques qui vont réunir différents techniciens de l'ONF, du Conservatoire du littoral, les élus, les techniciens des différentes communes pour déjà suivre et orienter les grands résultats de la stratégie. Un comité de pilotage qui permet de coordonner les différentes actions et de valider les orientations stratégiques, de la concertation locale avec un panel d'acteurs représentatifs, et puis des réunions publiques comme celle de ce soir, pour essayer aussi de transmettre l'ensemble des résultats qui seront mis en avant tout au long de ce déroulé. Donc les 4 étapes, elles sont inscrites devant vous. L'idée, c'est l'appréciation du fonctionnement du littoral, j'en ai parlé, définir des grands objectifs territoriaux. Donc là, j'y reviendrai juste après, mais c'était effectivement de savoir où placer le curseur dans les zones de sensibilité et des zones d'intervention. Il faut regarder effectivement où seront les zones à risque demain et voir comment on peut y répondre. Ça, c'est le comment, c'est plutôt l'étape 3, c'est ça, définir des scénarios de gestion du trait de côte, les comparer et d'essayer de trouver les approches les plus cohérentes, les plus durables aussi, en prenant en compte l'ensemble des facteurs clés, la gestion, la maîtrise effectivement des espaces environnementaux, la gestion du patrimoine, des biens et des personnes, et dans un cadre aussi naturel avec notamment les activités économiques qui peuvent être aujourd'hui conduites, pour essayer, in fine, d'arriver donc à la fin d'une grosse année à l'élaboration d'un programme d'action opérationnel qui va cibler étape par étape et secteur par secteur les différentes actions plébiscitées qui ressortent de ces analyses. Donc je rentre un peu plus dans le détail de ce déroulé. Sur le fonctionnement du littoral, hein, j'en ai brossé quelques lignes, mais l'idée c'est effectivement d'évaluer la sensibilité du territoire à l'érosion à différentes échelles de temps. Donc on va faire cet exercice dans les 10 prochaines années, 30 prochaines années et même à près de 100 ans pour avoir un regard de court terme, moyen terme et long terme pour savoir finalement où sont les zones sensibles à l'érosion du territoire, donc en essayant de projeter le trait de côte dans le futur. Il faudra bien entendu s'assurer de la cohérence des politiques publiques en matière de lutte contre l'érosion, la maîtrise aussi des secteurs sujets à inondation, et de définir et de justifier une stratégie avec un programme d'action. Donc l'idée, c'est un panel d'analyse et d'expertise pour essayer de mieux comprendre le fonctionnement du littoral sur ces 32 km de côte. Donc, j'en parlais tout à l'heure, le principal élément clé de la stratégie devra reposer aussi sur la définition de zones sensibles à l'érosion. Et donc, pour cela, on va s'appuyer notamment sur les recommandations du guide CEREMA, qui a été là pour avoir un socle méthodologique qui permet de projeter l'aléa érosion dans le futur. Donc, à 10, 20, 30 ans, on va pouvoir faire ce travail. L'idée, c'est donc, en l'absence d'intervention, donc en considérant qu'il n'y a pas aujourd'hui d'intervention, de savoir où va pouvoir aller le trait de côte actuel dans les 30 prochaines années. Et donc ça, il faudra qu'on regarde ce que je disais tout à l'heure sur une analyse méthodique interannuelle de la position du trait de côte. Où est allé ce trait de côte de proche en proche depuis les 100 dernières années, pour essayer d'évaluer où est-ce qu'il pourra aller dans le futur. Donc ça, c'est une approche, on va dire, d'analyse du recul chronique, donc les taux d'évolution moyens constatés sur le littoral. Donc on a suffisamment de recul maintenant pour avoir une analyse très fine et quasiment de tous les 20 mètres de secteur, on va pouvoir avoir ce travail-là pour essayer de caractériser ce recul chronique. On associera à ça l'effet d'une tempête intense, puisque par mesure de précaution, on est aussi obligé d'évaluer le recul brutal d'une tempête qui peut avoir sur le trait de côte pour essayer effectivement d'anticiper l'intensification aussi des tempêtes qui risquent d'avoir lieu dans les années futures à cause de l'élévation du niveau de la mer. Et puis, bien entendu, le recul lié à l'élévation du niveau marin devra aussi être intégré, puisque ce que je disais tout à l'heure de l'élévation moyenne du niveau marin devra être intégré et répercuté dans la position future de ce trait de côte. Donc c'est ces trois entités-là qui sont regardées de proche en proche pour essayer
de percevoir la position possible et de voir finalement quels seront à l'échelle du territoire les différents enjeux et les différentes zones de sensibilité sur lesquelles la stratégie devra raisonner, réfléchir ensemble pour bâtir une stratégie cohérente qui permettra vraiment d'éclairer les zones les plus sensibles. Donc voilà la grande démarche de la partie 1. Effectivement, là, l'idée, c'est ce soir de vous expliquer les méthodes. Et dans les phases qui suivront, on pourra aussi méthodiquement vous présenter ces résultats. Une fois que ce travail de définition de zones sensibles à l'érosion sera effectué, l'idée, c'est de pouvoir ensuite réfléchir à l'analyse des grands objectifs territoriaux, c'est-à-dire où on va pouvoir articuler de manière cohérente les différentes politiques de gestion avec les nécessités de préserver l'environnement, le patrimoine, l'aménagement et le développement du territoire, bien sûr, et d'essayer d'avoir des approches qui soient mutuelles et au contraire, pour essayer d'avoir un bon compromis entre ces différentes approches. Et donc tout ça devrait être traité ensemble avec différents leviers aussi de concertation pour recueillir finalement les intérêts prioritaires de l'agglomération, du territoire, sur les enjeux à prioriser dans la stratégie, notamment les habitations et les biens privés, les établissements recevant du public, les infrastructures de circulation, les routes, etc. Les activités économiques, bien entendu. Et donc, ça sera des enjeux prioritaires à définir ensemble à travers cette stratégie, avec des grands objectifs, bien sûr, et des temporalités, puisqu'effectivement, selon la temporalité du raisonnement, si on réfléchit à court, moyen, long terme, les enjeux et les objectifs ne seront pas les mêmes, et donc c'est tout ce travail-là qu'il faudra faire pour finalement fixer les grandes règles et définir finalement une feuille de route à 10, 20, 30, 100 ans pour que le territoire puisse avoir vraiment un socle robuste et fiable de mécanismes d'intervention sur ces différentes années et qu'on ne soit pas là pour subir finalement les assauts de l'océan sans avoir finalement fixé une feuille de route déjà préfixée. Donc c'est tout l'enjeu de cette stratégie. Donc bien entendu, les définitions d'objectifs territoriaux passeront par la projection de traits de côte à 30 ans, à 100 ans, et d'essayer finalement de recenser les différents enjeux, leur typologie. Est-ce que ce sont des habitations? Est-ce que ce sont des routes d'infrastructures publiques? Est-ce que ce sont des habitations avec des activités économiques? Tout ça devra être regardé à l'échelle du territoire, de proche en proche, pour finalement mesurer cette vulnérabilité et de pouvoir trouver finalement les réponses adaptées à chaque situation. Donc là, c'est ce travail-là qui sera fait en phase 2 et qui va effectivement se dérouler à partir de 2026 pour faire ce travail d'identification des grands enjeux et objectifs du territoire. La phase 3 qui suivra, bien sûr, cette partie recueil des enjeux et définition des zones de sensibilité, ça sera bien de bâtir ensemble des scénarios de gestion, de pouvoir les comparer, mesurer leur efficacité pour essayer de trouver ensuite les meilleurs compromis, les meilleurs scénarios qui auront les avantages, les meilleurs compromis pour gérer durablement les différentes situations qui seront mises en évidence. Et donc ça passe effectivement par des intercomparaisons de solutions. Alors sur des grands schémas finalement qu'on voit sur cette slide-là, on va pouvoir rentrer un peu dans le détail des grands principes d'action. Bien entendu, ce n'est pas exhaustif. Elles devront aussi s'échelonner en fonction de la typologie des secteurs. Est-ce que le secteur est un secteur dunaire naturel? Est-ce qu'au contraire c'est un secteur plutôt dense ou un secteur urbain très dense ou des secteurs plutôt diffus? Toutes ces actions devront être regardées aussi en fonction de la typologie du littoral, de son faciès, de la densité des enjeux présents dessus, pour justement adapter les bonnes séquences d'intervention et mesurer effectivement leur efficacité. Une opération qui est importante aussi sur ces stratégies, c'est d'avoir la capacité à mesurer et à suivre l'évolution naturelle du trait de côte par notamment de l'instrumentation pour pouvoir finalement mesurer l'évolution du trait de côte, l'abaissement de certains niveaux de plage, au contraire certaines zones qui peuvent s'engraisser. Et donc ça passe notamment par l'Observatoire du littoral qui est mis en place aujourd'hui par la collectivité, qui permet tous les ans d'avoir ce recueil précis et qu'il faut pouvoir pérenniser pour avoir la capacité finalement à avoir des indicateurs
tangible sur l'évolution du littoral. Et donc cette évolution naturelle surveillée, il n'y a pas d'intervention humaine dessus, mais c'est de la surveillance. C'est effectivement, on va regarder qu'est-ce qui se passe à tel endroit. Est-ce que le littoral recule de manière très forte? Est-ce qu'il y a une accélération, au contraire un ralentissement des dynamiques? Tout ça est important de l'avoir dans le temps, et donc ça fera partie d'un des piliers des actions, à mon sens, dans la stratégie. Et sans les opposer, mais il y a d'autres types d'accompagnement. Donc là, une intervention humaine qui reste limitée et réversible, qui est l'accompagnement des processus naturels. On va travailler plutôt sur une végétalisation des dunes, une canalisation des cheminements pour éviter qu'on piétine trop les secteurs naturels. Donc on va plutôt avoir tendance à canaliser les accès, à poser des ganivelles aussi pour avoir des efficacités sur l'érosion éolienne. Donc il y a un panel d'actions que met déjà en place les gestionnaires des espaces naturels, l'ONF, le Conservatoire du littoral. Mais l'idée, c'est justement de pouvoir avoir ce type d'approche à l'échelon territorial et qui soit aussi en phase avec, encore une fois, la typologie du secteur et la cinétique des processus qui seront mesurés. Des actions un peu plus lourdes et qui sont aussi aujourd'hui utilisées par le Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie agglomération. Il y a des opérations de réensablement qui sont mobilisées aujourd'hui sur le littoral, sur des zones très clés, très ciblées, notamment au droit de protection frontale en enrochement, ou des zones où on va venir justement aider les cordons dunaires à être capables finalement de supporter, d'affronter différents événements tempétueux, donc avec des stocks fusibles qui permet effectivement de protéger les dunes en retrait et les enjeux qui sont à l'arrière. Et donc la lutte active souple, c'est comme ça qu'on l'appelle, permet finalement de rationaliser des opérations qui sont plutôt réversibles, peu impactantes sur le littoral et qui ont l'intérêt effectivement de pouvoir finalement limiter ou en tout cas réduire les phénomènes d'érosion sur des zones cibles. Ce n'est pas une réponse à tout, bien sûr. Ces sujets-là, il faut le regarder aussi de façon pragmatique. Ça reste des rechargements sableux, donc ça nécessitera des opérations régulières, mais on a sur le littoral français des bonnes réponses de ce type de technique maintenant déployées depuis plus d'une quinzaine d'années sur pas mal de façades littorales, et on a des indicateurs clés qui permettent d'annoncer que ces opérations, si elles sont bien dimensionnées, eh bien elles ont de l'intérêt, elles sont efficaces pour gérer durablement le littoral et réduire les phénomènes d'érosion sur des zones sensibles. Une solution, bien entendu, plus marquée, plus dure, c'est une intervention de lutte active dure qui va plébisciter plutôt de l'ingénierie côtière avec du dimensionnement d'ouvrages côtiers, type enrochement, des épis, donc des ouvrages qui sont plutôt perpendiculaires au littoral, ou au contraire parallèle à la côte, qui permet effectivement de fixer le trait de côte ou de retenir du sable sur une zone spécifique. Donc c'est des interventions qui sont déjà à l'œuvre sur le territoire. On a à l'image le territoire des Becs et des ouvrages de la Parée à Bretignolles-sur-Mer, qui montrent différentes structures côtières. Elles ont pour effet effectivement de maintenir et de fixer le trait de côte aux endroits où ils ont été installés. Il faut regarder aussi les zones collatérales, puisque souvent ces ouvrages-là n'ont pas non plus des bonnes... ils ont des effets plutôt collatéraux, plutôt perturbateurs sur les zones collatérales, donc avec des phénomènes d'érosion un peu plus accélérés sur les extrémités, ce qui crée souvent des encoches d'érosion. Donc tout ça doit être regardé de près sur les différents effets et les différentes recommandations pour arriver sur des luttes actives dures. Il est bien évident qu'il ne sera pas possible de bétonner ou de protéger l'ensemble du territoire par ce type de structure. Il faudra raisonner sur des zones particulières en jeu pour fixer, conserver certaines protections, pour justement pérenniser les zones avec des enjeux importants. Mais sur des zones naturelles ou des zones peu aménagées, il faudra trouver peut-être des techniques plus adaptées. En tout cas, ça fera partie des scénarios de gestion qui devront être comparés pour regarder finalement les différentes incidences financières, environnementales, réglementaires, pour ensuite comparer l'ensemble des panels d'actions qui peuvent exister pour élaborer cette stratégie. Et une des dernières solutions, scénario d'action,
il ne faut pas non plus se le masquer. Il y a des sujets de repli stratégique ou de recomposition spatiale qui sont aujourd'hui en exemple sur pas mal de territoires français, où on va raisonner sur des petites poches d'enjeux et on va travailler sur de l'expérimentation, de repli stratégique. On va sortir certaines zones sensibles des zones à risque, donc en les replaçant, en les renaturant sinon, ou en remettant des zones qui seront plus à même à être redéplacées ensuite. Là, l'image fait effectivement état plutôt d'un bâtiment. Ça peut être des postes de secours qui sont fixés sur le territoire qui devront être reculés. Ça peut être des parkings qui aujourd'hui, des fois, pourront être impactés dans 10, 20 ou 30 ans. Voilà. La recomposition spatiale ou le repli stratégique peut ça tout à fait s'appliquer à différents types d'enjeux et devra aussi être regardé de près pour le comparer aussi entre leurs incidences qu'elles peuvent mettre en avant. Voilà, in fine, l'idée de comparer l'ensemble de ces solutions, ça permet finalement d'élaborer ensuite un plan d'action. Et ça, c'est la vocation de la phase 4 de cette stratégie locale, c'est d'aboutir ensuite à une feuille de route qui soit co-construite ensemble, partagée, validée, et qui puisse ensuite permettre d'avoir un cap sur les 10, 20 ou 30 prochaines années, et qui permettra de régir un ensemble d'actions qui sera complémentaire avec le programme d'action prévention inondation, et donc de bâtir une gestion durable et cohérente du littoral sur le territoire. Donc ça, c'est tout à fait l'ambition affichée. C'est notre travail, en tout cas, sur les 8 prochains mois qui vont arriver, pour aboutir à un plan d'action qui soit partagé. Voilà, donc là, j'ai à peu près fini l'exposé sur le déroulé méthodologique des grandes phases. Je pense qu'il y aura plein de questions, je serai tout à fait là pour y répondre avec plaisir. Juste avant ça, on va passer donc la parole à Antoine Desoulières, qui est donc le gérant de Archipel Océanographie, qui va nous brosser un portrait du territoire avec une approche un peu plus scientifique ou physique sur la dynamique. Merci Sébastien. Alors donc, je vais tenter de vous présenter une petite fiche d'identité océanographique et sédimentaire du territoire. Donc alors le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, donc 14 communes, 3 communes littorales concernées, Saint-Hilaire, Saint-Gilles et Bretignolles, avec une compétence GEMAPI depuis 2018. Un PAPI 2 et puis le programme d'études préalables qui sont en cours. Et donc là, ce soir, la présentation des premières phases de l'élaboration de la stratégie locale de gestion du trait de côte. Alors donc, 32 km de littoral, comme ça a été dit précédemment, composé de 16 km de côte sableuse, 11 km de corniche et 5 km d'ouvrage. Alors, donc le contexte physique océanographique du littoral. Donc, premièrement, la houle à la côte. Donc, vous voyez la carte que vous voyez apparaître sur l'écran avec des roses de houle. Donc, ces roses de houle vous indiquent la direction des vagues ainsi que leur amplitude, la hauteur des vagues, avec le code couleur. Avec plus on tire vers le jaune-rouge, plus on a des vagues de hauteur importante. Donc ce qu'on observe sur cette carte à l'échelle du territoire, c'est qu'on a d'une part une exposition à la houle qui est plus importante au sud du territoire, donc sur notamment la commune de Bretignolles, le secteur de la Gachère, qu'au nord, en raison de la protection offerte par l'île-Dieu, donc qui fait que le secteur de Saint-Hilaire est un petit peu moins exposé à la houle que le sud de l'agglomération. Et puis deuxième chose, vous voyez qu'on a des vagues qui arrivent au niveau du littoral de façon presque perpendiculaire. Alors je dis presque parce qu'il reste quand même un léger angle qu'on devine difficilement à l'œil comme ça, mais il y a tout de même ce léger angle qui est la raison pour laquelle vous avez un transport sédimentaire, un transport du sable, et donc sur le territoire de l'agglomération qui se fait du nord vers le sud. Donc le sable voyage petit à petit au fil des jours, au fil des ans, du nord vers le sud. Le petit graphique avec les barres vertes, ce sont les hauteurs de vagues mois par mois, donc l'exposition moyenne à l'agitation.
Donc vous voyez avec des hauteurs de vagues moyennes sur les plages, donc les différentes plages de l'agglomération, qui sont de l'ordre d'1 mètre en hiver et de 50 cm en été. Donc c'est une agitation qui est relativement modérée. Si on s'intéresse aux houles un petit peu plus énergétiques de tempête, donc vous voyez que le petit tableau récapitulatif là vous donne les houles extrêmes rencontrées lors de tempêtes, qui peuvent avoir une période de retour d'1 an, 5 ans, 10 ans, 50 ans ou 100 ans. Donc c'est la colonne tout à gauche du tableau. Et donc vous voyez que quel que soit le site considéré, quelle que soit la période de retour, on plafonne aux environs de 2,50 m. Alors tout simplement parce que là on parle des vagues qui arrivent quasiment au niveau des plages ou très proche du littoral. Donc il y a un plafonnement tout simplement par déferlement des vagues qui font que même par conditions de tempête sur lesquelles on peut rencontrer des vagues de 6-8 mètres au large, vous n'aurez jamais plus d'environ 2,50 m de vagues sur les plages de l'agglomération parce qu'elles vont de toute façon déferler à un moment par interaction avec le fond. Ensuite, donc les courants. Alors, il y a différents processus qui régissent les courants. Donc, le premier, la marée. Donc, vous voyez une petite carte de modélisation numérique qui présente les courants de marée, donc avec les directions des courants et puis leur intensité. Et donc, vous voyez que sur tout le linéaire de l'agglomération, on a des courants de marée qui sont très faibles, qui sont inférieurs à 5 ou 10 cm par seconde, ce qui est trop faible pour transporter le sable. Donc, la marée, en tant que telle, n'est pas un processus qui permet de générer le transport du sable et donc l'érosion. Donc, a contrario, un deuxième type de courant que sont les courants générés par les vagues, donc notamment au moment du déferlement sur les plages ou à proximité du rivage. Donc là, ces courants sont beaucoup plus forts, ils peuvent dépasser 1 à plusieurs mètres par seconde, donc c'est vraiment intense. Et donc là, ces courants-là, eux, sont suffisants pour arracher les grains de sable sur le fond et les transporter. Alors, il y a différents types de transport. Donc, il y a la fameuse dérive littorale, dont vous avez probablement entendu parler. Donc, c'est ce transport dont je parlais tout à l'heure, qui se fait ici du nord vers le sud. Donc, c'est un transport longitudinal, parallèle à la côte, qui est lié au léger angle que les vagues marquent au moment de leur arrivée sur la côte. Et puis, il y a un deuxième type de transport qui est, lui, perpendiculaire à la côte, qui se fait dans le profil. Et donc là, qui est beaucoup plus saisonnier. En fait, si vous voulez, vous avez les fortes houles de tempête hivernale qui ont tendance à éroder le pied de dune, les hautes plages, et à emmener ce sable vers le large pour ensuite le stocker à une profondeur suffisante pour créer une zone tampon, une zone de stock qu'on appelle une barre sableuse. Et ensuite, ce stock sédimentaire, l'été suivant, va servir à réalimenter la plage par les petites houles régulières d'été qui, elles, vont plutôt avoir tendance à ramener ce sable petit à petit, le remonter sur le profil, sur la plage, jusqu'au pied de dune pour reconstituer la dune. Donc là, vous avez vraiment une dynamique saisonnière naturelle, avec en théorie un équilibre si rien ne vient perturber ce mouvement. Merci. Alors, donc pour synthétiser un petit peu tous ces différents processus, nous avons établi 3 cartes là, sur le secteur de l'agglomération. Donc là, celle-ci qui est centrée sur la zone de Saint-Hilaire et puis un petit peu le nord de Saint-Gilles. Donc vous voyez les grandes flèches roses représentent les flux sableux annuels, c'est-à-dire le volume de sable qui transite, donc, comme je l'ai dit précédemment, du nord vers le sud, avec des volumes de 30 à 100 000 m3 par an sur le secteur nord, les Demoiselles, les Becs, les Mouettes, et puis une intensité qui diminue un petit peu pour arriver à moins de 50 000 m3 par an à l'approche de la corniche de Sion. On voit également sur cette carte, sur les terres, là, vraiment au niveau du trait de côte, des pointillés là, qui indiquent les tendances aux évolutions du trait de côte,
telles qu'elles ont été mesurées ces 100 dernières années. Donc ça, c'est un travail qui est réalisé et compilé par l'Observatoire du littoral de l'agglomération. Et donc, quand les gammes de couleurs là, dans les tons orange marquent un recul modéré. Dans les gammes rouges, on est dans un recul un petit peu plus fort. Et puis ensuite, la couleur jaune, vert clair, là, plutôt une tendance à la stabilité, voire à une accrétion. Donc là, vous voyez qu'on est sur un secteur là, scintillaire avec un recul du trait de côte modéré à marquer depuis le siècle passé jusqu'à aujourd'hui. Donc même chose si on descend un petit peu sur le territoire. Donc là, on est autour de la zone urbaine Saint-Hilaire-Saint-Gilles. Donc avec un contournement de la corniche avec 20 à 50 000 m3 de sable qui contourne la corniche tous les ans. Et puis une intensité de transport qui augmente un petit peu au niveau de la Sauzet, là, avec du sable qui peut transiter au large jusqu'à 200 000 m3 par an. Et toujours un linéaire. Donc, sur les secteurs meubles, donc sableux, avec une tendance plutôt au recul. Et puis évidemment tous les secteurs artificialisés avec des ouvrages. Donc là, c'est les bandes de littoral qui sont marquées en noir, où là, le littoral est fixé. Et comme le disait Sébastien tout à l'heure, à proximité de ces ouvrages, on a aussi des effets collatéraux avec des érosions qui peuvent être marquées sur les secteurs adjacents en raison de la présence des ouvrages et de l'interruption de la protection qu'ils offrent. Et puis la dernière carte au sud du territoire, en allant jusqu'à la Gachère, là, donc avec des flux sableux de 50 000 à 100 000 m3 par an, toujours en direction du sud, et un secteur, toute la partie nord jusqu'à l'épi de la Gachère, là, qui lui plutôt stable, voire en légère accrétion, comme on peut le voir facilement avec un stock sableux important qui peut s'accumuler au nord de cet épi et qui témoigne bien de cette dynamique-là de transport latéral du nord au sud. Voilà, donc petite synthèse rapide des processus océanographiques et sédimentaires du secteur. Je repasse la parole à Sébastien. Merci Antoine. Donc effectivement, voilà, ces supports-là vous seront de toute façon, d'une manière ou d'une autre, diffusés pour que vous puissiez aussi reprendre ça plutôt à tête reposée, bien sûr, pour regarder finalement ces différentes synthèses au droit du secteur. Avant peut-être de vous passer la parole, donc là l'idée c'est de vous flécher finalement temporellement les différentes étapes qui restent à venir dans ce planning ambitieux, mais en tout cas stratégique, et qui est décomposé effectivement en 4 phases. Donc l'idée c'est que aujourd'hui on marque effectivement les initiatives de concertation, de réunion publique. On a engagé déjà une grande partie du travail sur la caractérisation des processus et du fonctionnement du territoire. Et donc l'enjeu j'allais dire demain, en tout cas début 2026, c'est bien entendu de définir ensemble des grands objectifs territoriaux de la phase 2 et d'échelonner ça donc avec une temporalité qui marquera donc en phase 3 et phase 4 à la fin de l'été la constitution d'un socle de programme d'action de la stratégie locale qui devra effectivement ensuite être validé, mais c'est le planning prévisionnel qui est affiché.